Le compte personnel de formation, le fameux CPF. Pour beaucoup, c'était devenu une sorte de cagnotte magique, quoi. Un droit presque gratuit pour financer son permis, apprendre une langue. Mais voilà, depuis le début de cette année 2026, la musique a un peu changé. Quand on se connecte, il y a une nouvelle étape et souvent, elle implique de sortir sa carte bancaire. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les sources qui analysent cette réforme. Notre mission, comprendre ce qui a changé, pourquoi ça a changé et surtout décrypter les stratégies pour continuer à se former sans y laisser sa chemise. On va voir que ce n'est pas juste une ligne sur une facture, c'est un vrai changement de philosophie. C'est tout à fait ça. On bascule d'un système qui était perçu comme un acquis, une gratuité presque totale, à une nouvelle logique que le gouvernement appelle la responsabilisation. En d'autres termes, on entre vraiment dans une ère de cofinancement. Et c'est ce passage-là qui est passionnant à analyser parce qu'il redéfinit complètement notre rapport à la formation. Alors, allons-y. La première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi? Pourquoi toucher à un dispositif aussi populaire qui a permis à des millions de personnes de se former? C'était juste une question d'argent. C'est le premier moteur, oui. Et le plus évident. Le succès a été victime de lui-même en quelque sorte. Le dispositif a coûté énormément, au point de creuser le déficit de France Compétences, l'organisme public qui gère tout ça. À un moment, les comptes n'y étaient plus. L'État a donc dû trouver un moyen de maîtriser cette dépense publique qui devenait galopante. D'accord. La raison budgétaire, ça on comprend. C'est assez classique. Mais en lisant les sources, j'ai l'impression qu'il y avait aussi une autre idée derrière. On parle beaucoup des achats impulsifs. Est-ce qu'il y avait ce sentiment que les gens utilisaient leur CPF un peu n'importe comment? Je me souviens de pubs pour des formations assez exotiques. Oui, on touche là au deuxième volet, un volet plus pédagogique si on veut. Il y avait une volonté claire de lutter contre une certaine consommation de la formation. L'idée, c'est qu'en introduisant un ticket d'entrée financier, même modeste, on force une réflexion. On passe de «tiens, il me reste 500 euros, qu'est-ce que je pourrais bien en faire?» à «est-ce que cette formation vaut vraiment que je mette 100 euros de ma poche?» Ça incite à mieux évaluer la pertinence du projet, la qualité de l'organisme et à s'engager plus sérieusement. Donc si je résume, on passe de j'ai le droit à une formation à est-ce que cette formation vaut mon argent? C'est ça le vrai tournant? Exactement. Le mot-clé n'est plus droit, c'est investissement. Et ça change tout. D'accord, le décor est planté. Économie et responsabilisation. Mais dans les faits, quand je me connecte sur mon compte formation aujourd'hui, qu'est-ce que je vois de différent? On parle beaucoup d'une participation forfaitaire. C'est ça le cœur du nouveau système? C'est le cœur du réacteur. Ce n'est pas entièrement nouveau, attention. Une première participation de 100 euros avait été mise en place en mai 2024. Mais là, oui, elle a été revue à la hausse en ce début d'année 2026. C'est devenu le passage obligé pour la plupart des gens. Et comment ça se matérialise concrètement? C'est un prélèvement, on reçoit une facture? C'est encore plus direct que ça. Au moment de valider la formation sur la plateforme, juste après avoir choisi sa session, on arrive sur une page de paiement. Et là, il faut littéralement sortir sa carte bancaire et régler la somme sur le champ. Si on ne le fait pas, les droits CPF ne sont tout simplement pas les bloqués. Le processus est bloqué net. Ah oui, quand même. C'est donc un paiement immédiat, un vrai ticket d'entrée. Et ce montant, il est fixé une bonne fois pour toutes ou il risque de bouger? Et c'est là qu'il y a une subtilité capitale mentionnée dans les décrets. Ce montant est indexé. C'est un terme un peu technique, mais ça veut dire qu'il peut être réévalué chaque année. Par exemple, en fonction d'inflation. On n'est donc pas face à une mesure ponctuelle, mais bien à un nouveau cadre pensé pour durer et potentiellement pour coûter de plus en plus cher avec le temps. Ça, c'est un point crucial. Ce n'est pas juste un effort à faire une fois, c'est une nouvelle donne. Mais ça m'amène à une autre question. Est-ce qu'on ne risque pas, avec ce système, de pénaliser ceux qui ont les plus petits budgets, ceux qui, paradoxalement, ont le plus besoin de se former? Est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne? C'est le risque principal et la critique le plus virulente lors du débat. Pour y répondre, le gouvernement a prévu des garde-fous, des exonérations assez précis. Il y a 4 situations où ce ticket d'entrée n'est pas exigé. D'accord, alors quels sont ces filets de sécurité? Le premier, et le plus logique, ce sont les demandeurs d'emploi. Pour eux, rien ne change. L'accès reste gratuit pour ne pas freiner le retour à l'emploi. Le deuxième cas concerne les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, pour faciliter leur reconversion. Le troisième, un peu plus spécifique, vise les titulaires de points sur un compte professionnel de prévention, le C2P. D'accord.
Et le quatrième, j'imagine qu'il concerne beaucoup plus de monde. Oui, c'est le plus important pour la majorité des salariés. On est exonéré si la formation fait l'objet d'un abondement de la part de l'employeur. En clair, si votre entreprise participe, si elle ajoute de l'argent pour compléter vos droits CPF. Même si ce n'est qu'un euro symbolique, eh bien, la participation forfaitaire disparaît. Ah, mais voilà le joker. C'est la porte de sortie, en quelque sorte. Avant, on pouvait utiliser son CPF de manière très individuelle, presque en secret. Maintenant, ce mécanisme nous pousse très fortement à aller toquer à la porte de son manager ou des RH. Ça change toute la dynamique. L'outil qui était devenu presque exclusivement personnel redevient un objet de dialogue, de négociation dans l'entreprise. La responsabilisation dont on parlait ne vise pas que le salarié. Elle pousse aussi l'entreprise à s'impliquer. C'est un levier très, très puissant. Parlons de l'impact sur le portefeuille pour que ce soit bien tangible. Prenons le cas d'une assistante de direction qui veut juste faire une mise à niveau sur Excel. Sa formation coûte, disons, 400 euros. Pour elle, un reste à charge de 100 ou 150 euros, c'est énorme. Ça peut vraiment la faire renoncer. Absolument. Pour les formations courtes et peu coûteuses, l'impact psychologique et financier est maximal. Ça peut devenir un véritable frein. C'est là que la question de l'investissement devient très concrète. Est-ce que je suis prêt à payer 150 euros pour être un peu meilleur sur Excel? La réponse n'est pas toujours évidente. Et à l'inverse, si on prend un projet plus ambitieux, une reconversion complète à 3000 euros, bon, l'impact du forfait est proportionnellement moins fort, c'est sûr. Mais il faut quand même avoir la somme disponible sur son compte au moment de l'inscription. Le CPF n'est plus cette cagnotte qu'on peut vider sur un coup de tête, quoi. C'est l'autre effet, oui. Pour les gros projets, ça demande une planification budgétaire. On ne peut plus seulement compter sur ses droits CPF. Il faut anticiper cette dépense initiale. Ça renforce encore cette idée qu'on n'est plus un simple bénéficiaire, mais un investisseur dans son propre parcours. D'accord, le constat est clair. Face à ça, quelles sont les stratégies? Que peut-on faire concrètement pour limiter ces frais, voire les annuler? La stratégie numéro 1, on l'a identifiée, c'est le dialogue avec l'employeur. C'est vraiment la voie royale. Il ne faut plus voir son projet de formation comme une démarche solitaire. Il faut le préparer, le présenter à son management, argumenter. Obtenir cet abondement, même minime, est devenu l'objectif principal. Oui, mais c'est facile à dire quand on travaille dans un grand groupe avec un service formation bien structuré, si on est dans une PME de 20 personnes, ou si on n'est tout simplement pas à l'aise avec l'idée de négocier ça. Il y a d'autres pistes? Heureusement, oui. Il y a une deuxième piste, souvent méconnue, les OPCO, les opérateurs de compétences. Ce sont les organismes qui gèrent les fonds de la formation pour les différentes branches professionnelles. Pour les salariés, notamment des TPE-PME, leur OPCO peut avoir des dispositifs spécifiques pour aider au financement. Un simple coup de fil ou une visite sur leur site peut littéralement faire économiser le montant du forfait. Ah, ça, c'est une super astuce. Donc, premier réflexe, employeur. Deuxième réflexe, OPCO. Et y a-t-il une troisième voie? Peut-être une question de timing. C'est exactement ça. La troisième stratégie, c'est l'anticipation. Puisqu'on sait que le montant du forfait peut augmenter chaque année à cause de l'indexation, attendre peut coûter plus cher. Si on a un projet de formation en tête, il devient stratégique de ne pas le remettre à plus tard. Anticiper ses besoins sur 1 ou 2 ans permet de se prémunir contre les hausses futures. En somme, prévoir, c'est potentiellement économiser. Et si on prend un peu de recul, ces trois stratégies, le dialogue, la recherche d'aide et l'anticipation, elles vont toutes dans le même sens. Elles poussent l'individu à devenir beaucoup plus proactif, plus stratège. Le système, par la contrainte financière, nous oblige à devenir de meilleurs gestionnaires de nos propres compétences. C'est une excellente synthèse. Si on résume notre discussion, le CPF reste un outil formidable, il ne faut surtout pas le laisser de côté. Mais 2026 marque la fin de l'insouciance. Il faut adopter de nouveaux réflexes, comparer les prix, vérifier la qualité des certifications et surtout se poser la question de l'investissement avant de cliquer. Tout à fait. Le droit à la formation existe toujours, mais il s'exerce désormais dans un cadre où la charge financière est partagée. L'État continue de financer l'essentiel, mais l'individu est appelé à participer, à mettre la main à la poche pour prouver son engagement. L'équilibre a définitivement changé. Et pour finir, ça soulève une question de fond pour l'avenir, une pensée à laisser mûrir. Ce ticket d'entrée financier, au-delà de l'objectif budgétaire, ne va-t-il pas transformer en profondeur la nature même des formations choisies? Est-ce qu'on ne risque pas d'assister à un déclin des formations plaisir, de développement personnel, au profit d'une focalisation quasi exclusive sur des compétences immédiatement monétisables? En voulant responsabiliser, ne risque-t-on pas finalement d'uniformiser